Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des experts économiques est de retour, le mardi cette fois, et pour traiter d'une actualité complexe. La poursuite de la crise sanitaire, mais on ne va pas commencer par cela. Les questions qui se posent sur la gouvernance économique en Algérie. On ne sait pas qui gouverne l'économie algérienne et comment elle va être gouvernée dans le contexte de crise des prochaines semaines et des prochains mois surtout. On ne va pas se mettre sur la distance du mandat présidentiel. Pour le moment, on va rester prudent. Et on se posera aussi dans cette émission des questions sur les mesures qui ont été prises par la LFC, notamment celles qui concernent le 51-49 et autour de laquelle tout n'est pas très clair. On aura le renfort d'un expert pour nous dire, d'un consultant, d'un conseiller fiscal pour nous dire qu'est-ce qui n'est pas clair dans cette disposition. Pour m'accompagner, évidemment, les experts habituels attitrés du Café des experts économiques. Reda Amrani, bonjour. Très content de te revoir. Mardi. Okay. Voilà. Permis de sortir, le confinement, ça y est, c'est réglé. Oui. Permis de sortir, prise de la liberté de prix. On va en parler parce que c'est pas sûr que ce soit une bonne chose si tout le monde se met dans cette configuration. On verra. Ali Harbi, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. On aura dans cette partie, et j'espère tout au long du Café des experts économiques, le plaisir d'avoir avec nous Abdelkarim Boudara, consultant, membre cofondateur de Nouveni. Lui, il ne faudra pas dire cofondateur. Abdelkarim Boudara, bonjour. Bonjour Hassan, Ali Samrani. On espère que la connexion en vidéo continuera de fonctionner normalement pendant toute l'émission. Sinon, on aura recours à l'appel téléphonique. Alors, y a-t-il un pilote dans l'avion qui gouverne l'économie algérienne? On voulait déjà traiter de ce sujet jeudi dernier, mais on a abordé en fin d'émission, on n'a pas pu le traiter comme nous le souhaitions. Il s'est passé quelque chose depuis. C'est la nomination du conseiller économique en chef, un peu sur le modèle de la Maison-Blanche, à la présidence. Et surprise, il s'agit d'Abdelaziz Khelef, né en 1944, ministre du Commerce, ministre des Finances, sous Chadli, ça remonte à longtemps. Et Abdelaziz Khelef, que vous avez croisé dans votre itinéraire professionnel, Reda Amrani, est-ce qu'on peut considérer que les clés de l'orientation économique des années du début du mandat de Tebboune, d'Abdelmajid Tebboune, les clés ont été données à Abdelaziz Khelef, et est-ce que c'est un personnage et un profil qui peut imprégner une politique économique et une gouvernance économique? Moi, j'ai connu Abdelaziz Khelef les années 70 lorsqu'il était à l'industrie. Il était directeur de la planification, puis directeur général de la planification et développement industriel. Donc, il a participé au premier et au deuxième plan quadriennal, les deux plans. Et à la mort de Boumediene, il a été nommé, je crois, au ministère du Commerce. Et il a fait le plan anti-pénurie avec Chadli. Donc c'est lui qui nous a permis d'avoir des frigos à bon marché. Et des téléviseurs et du fromage. Merci, monsieur. Et des soukh fellah bien garnis. À un taux de change, un dinar égale un franc. Non, un dinar égale 0,65 francs. D'accord. On avait plus de francs et en plus il a eu à gérer la crise économique puisqu'après 86, je crois en 87, il a été nommé ministre des Finances. Et donc il a été nommé ministre des Finances en pleine tempête économique. La première grande tempête économique. C'est peut-être pour ça qu'il a été rappelé. Il connaît les situations de crise. Ah, il l'a vécu. Il a vécu l'opulence. Il a vécu, si vous voulez, l'austérité, le travail des années 70 où on n'était pas riche et on travaillait beaucoup et on investissait énormément. Puis il a connu les périodes fastes début des années 80 où le pétrole montait à 40, 45 dollars. C'était la belle époque. Il partait de 10, 11 dollars à 45. Vous voyez, donc 4 fois plus. Et après, il y a eu la chute brutale.
avec des années fin 86 et 87, et là il fallait redresser, trouver des solutions, et il avait été appelé au ministère des Finances à l'époque, jusqu'en octobre 88, je pense. Sous Hamid la science, hein, sous Hamid Brahim, Hamid Je Brahimi, pense Premier ministre. avec le deuxième gouvernement de Hamid Brahimi, Abdelhamid Brahimi, qui nous avait détruit. Hein. Lui avait détruit le développement. Il n'y a pas un autre mot, il faut le dire, il le répétait. Il est venu détruire le développement, prendre sa revanche sur Boumediene. D'accord, mais là on en parle de Khellaf. Maintenant, Khelaf, je vous dis, après Silence Radio, on le retrouve, je crois, à la Banque islamique ou en Arabie Saoudite dans un fonds islamique. Donc, il connaît la Banque islamique, il connaît le financement islamique. Je pense que il pourrait être utile là-dessus, mais... Une passerelle vers les sources de financement khalidjites Je ne pense Même pas, pas, je même ne pas. pense pas. Avec tout ce qu'avait Bouteflika, avec les Émirats et tout, qu'est-ce qu'il a ramené? Il les a ramenés, ce sont eux qui ont utilisé l'argent algérien, ils n'ont pas investi. Tous les investissements sont faits avec les devises algériennes. Donc, avec tout ce qu'avait Bouteflika et tout ce qu'avait Gaïd Salah avec les Émiratis, on n'a rien eu. Quels sont les projets émiratis qui ont abouti? Aucun. Le dernier qui devait aboutir, celui de la cité... Et quel intérêt alors? Quel intérêt à avoir quelqu'un comme Khellaf? Je crois que Bon, c'est bon, on va je pas pense cacher, que c'est pour rassurer. on va pas dévoiler Je un pense- secret. Non, Reda non. Amrani, moi, je suis journaliste, à l'époque j'étais déjà journaliste en 85, donc je connais aussi un peu le profil. Il est connu pour être extrêmement lisse. C'est pas quelqu'un qui imprègne, c'est quelqu'un, on lui connaît pas d'opinion. Non, c'est l'opinion du chef. D'accord, c'est l'avantage d'être clair. Non, pour ça, avec tout le respect que j'ai pour lui, et j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est l'opinion du chef, rien d'autre. Parce Et que comme le chef c'était bon, donc on est un peu mal embarqué, on peut le dire. je n'en sais rien pour l'instant. Hein. Je peux pas dire. Ça fait 6 mois et il faut... C'est- En 6 mois, en pleine crise de la Coro, crise du pétrole, 2 crises mastodontes, aurait assommé n'importe qui. Hein. Il faut être lucide il faut être et lucide. objectif. Là, hein. Alors, si on devait faire un comparatif à Ali Harbi, on se souvient bien du même memento comparable, celui de Bouteflika quand il arrive aux affaires. Lui, il réunit à la présidence sa task force de l'économie. Ce sont les 3 ministres qui vont imprégner le début des années Bouteflika. Donc, Ben Achnou, Tamar et Khlil, qui vont d'abord tenter de piloter l'économie à partir de la présidence, entrer en conflit d'ailleurs avec un Premier ministre qui a une compétence économique, Ahmed Ben Bitour, tout au long de l'année 2000, avant de rentrer dans le gouvernement. Et donc, si on devait comparer aujourd'hui, est-ce qu'on est sur le chemin d'avoir un schéma semblable à la présidence où il y aurait une task force autour de Khelaf qui va essayer de réfléchir, d'imprégner l'économie les prochaines années et puis surtout d'implémenter les politiques qui vont être décidées? Je pense qu'au minimum, c'est l'intention qui est donnée. Ensuite, ça va se faire ou pas, on n'en sait rien. Parce que je voudrais effectivement revenir à l'épisode 99-2007, où il y a ce schéma de task force ou de noyau dur de l'orientation politique, de politique économique, disons, du pays, autour du trio donc, que tu as cité, effectivement. Et on peut être d'accord ou pas avec la politique qu'il voulait imprégner, mais il y avait une orientation. Et il y avait des oppositions à cette orientation. Et donc, ensuite, Tamar en a fait les frais, Ben Achnou est parti. C'est le dernier à en avoir fait l'effet, Tamar. Hein. Mais il est parti. Bon. Et il faut reconnaître aussi que depuis le départ de Tamar, c'est la cacophonie en termes de politique économique. C'est-à-dire que depuis la crise des subprimes... 2012. Non, bien avant. Il est parti en 2012. Oui, Tamar. mais la cacophonie a commencé dès qu'il En a 2009. non, mais son affaiblissement, il date de 2007. Fin 2007, début 2008, Tamar ne valait plus rien sur un plan politique, il était déjà affaibli. Parce que les privatisations avaient été un échec. Donc, l'échec des privatisations sous sa houlette, il était affaibli après. Maintenant, ce qui s'est passé, depuis la crise des subprimes, donc l'arrêt de l'orientation vers la libéralisation, incarné par la LFC 2009. L'incarnation un an après LFC, mais en fait déjà en 2008, l'annonce de ce qui allait être la LFC de 2009 était déjà là. Et en fait, c'est la cacophonie, parce qu'il n'y a pas d'orientation claire, c'est discours contre discours. Et puis l'exemple typique, c'est les contradictions des textes d'application de la LFC 2009, de la LF 2010, etc., où c'était la foire la plus totale en termes de textes d'application. Et donc c'est la cacophonie à ce jour. Et je pense que l'intention derrière cette nomination, surtout avec le titre conseiller économie et finances,
Ça veut dire que c'était un peu ce qu'on avait dit la dernière fois dans la dernière émission, où il faudrait peut-être qu'il y ait une seule tête sur la notion d'orientation économique et financière du pays, plutôt que d'avoir un ministre des Finances, un ministre de l'Industrie, d'autres ministres aussi. Du commerce. Commerce, travaux publics, lourds, transport. des ministères lourds et qui s'entrecroisent et qui se neutralisent en réalité les uns les autres. Donc, un conseiller de ce type-là, ça peut, je dis bien ça peut, je dis pas ça va être comme ça, parce qu'en fait, on n'en sait rien, il peut être lui-même neutralisé. Est-ce qu'il voudra aussi aller, je dirais, à des approches disruptives, c'est-à-dire mener des ruptures? Ça, je n'en sais rien du tout. Ça, c'est. Mais je voudrais continuer. Ça, on va la prendre comme accroche. Abdelaziz Khelef qui engage des approches disruptives. Va-t-il? Ça serait la surprise du siècle. C'est une question que je pose. Il faudra quand même regarder les choses en face et mener quelques ruptures si on veut avancer. Et donc, est-ce qu'il va être l'homme de la situation? Je ne sais pas. Par contre, là où il pourrait plus fortement être l'homme de la situation, c'est de reprendre langue avec le secteur privé. Parce que c'est quelqu'un qui a accompagné la première ouverture de 86. C'est controversé, effectivement, on peut en parler, on peut être pour ou contre. C'est quelqu'un qui a vécu aussi la période donc, de la crise des années 80. Je pense qu'il peut être la personne, après les séquences, je dirais, FCE, Haddad et compagnie, la tentative de casse, la prédation de l'économie nationale qui a eu lieu. Peut-être que d'autres franges du secteur privé qui aujourd'hui sont en rupture de dialogue avec les institutions pourraient être intéressés de reprendre langue à travers quelqu'un comme Khelef. C'est une hypothèse que je mets comme ça pour dire que ça peut être aussi un canal de reconstituer un consensus autour des réformes. Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le consensus autour des réformes. On n'en a aucun. On n'a aucun élément de consensus sur les réformes et on le voit y compris au travers du discours des différents ministres. Oui. Alors, Abdelkarim Boudra, le consensus autour des réformes n'est pas là. On en est réduit à espérer qu'il y ait des personnalités dans le gouvernement ou à la présidence, donc avec cette nomination, qui soient peut-être un peu plus audacieuses pour aller renouer langue avec le privé et essayer de construire un consensus autour des réformes. On pensait que Farhat Aitali allait jouer ce rôle-là parce que sur ce plateau, à ce stade, à cette place de consultant dans le Café des experts économiques, il était quand même dans un discours pour pro-business, on va dire, pour laisser le privé travailler. J'en veux pour preuve seulement le discours qu'il avait sur les boîtes publiques, qui considérait comme n'étant pas en mesure d'assurer la croissance, pour utiliser un langage bien plus prudent que celui qu'utilisait Farhat Aitali. Et donc on se rend compte, ma question c'est la suivante, Abdelkarim Boudra, que les individus n'arrivent pas à imprégner une politique et qu'en fait c'est quelque chose qui doit être pensé préalablement. Et dans le programme de Abdelmajid Tebboune, on n'a pas le sentiment qu'il y a une pensée réformatrice. Et donc, ceux qui vont venir ne peuvent pas réellement engager et mettre en musique quelque chose qui n'a pas été pensé au préalable. En tous les cas, chez Nebni, c'est ce que vous avez toujours préconisé, de penser des politiques économiques et ensuite de penser à comment les implémenter. Merci Hassan. C'est une illusion de penser que... Je suis là, vous m'entendez? Oui. Tu peux parler un peu plus haut, mais on t'entend. Oui, on t'entend. Oui. C'est une illusion de croire qu'un individu puisse agir sur un système qui a ses fondements, qui a des décennies, qui a ses propres logiques. Donc ceux qui ont pensé que X ou Y pouvaient influencer sur le cours des événements se sont trompés, c'était naïf comme approche. Et je dirais que c'est le même cas avec le conseiller actuel à la présidence. Il n'a ni capacité à agir dans le sens qu'on est en train d'envisager. Ce qu'il faut pour l'Algérie, c'est une nouvelle vision de son économie et de ses réformes politiques de manière générale, parce qu'aujourd'hui, on est à un stade où les réformes économiques ne peuvent pas être uniquement des réformes, entre guillemets, techniques. Il faut des réformes politiques profondes dans les modes de gouvernance, dans le rapport aux citoyens, pour qu'on puisse entrevoir des solutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le déficit en technicité.
C'est-à-dire, j'aurais mieux vu Nour Mdahi ou la Raouf Bouskin ou la d'autres, ou bien il y a des gens quand même qui sont au fait de l'économie mondiale, des gens qui sont sur les marchés, des gens qui gèrent, qui auraient été peut-être plus utiles pour aider à ce stade-là le gouvernement ou l'exécutif ou la présidence à avoir une vision plus réelle l'économie d'aujourd'hui de ce qu'elle sera demain. Donc, je pense que Abdelaziz Khalaf, que je connais pas, peut-être, je sais pas, un modérateur ou un intermédiaire, ou ça sera peut-être le médiateur, comme l'a été Ousmane Yarhamou, comment il s'appelle, celui qui faisait le... Abdelmajid Bouzidi. J'ai oublié son nom, le gars de Machi Bouzidi. Non, non, pas Majid. Non, 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 non. On parlait d'économie, Non, peut-être non, que tu... c'est pas grave. Il y avait un médiateur de la République. Ah oui, oui, il y en a encore un, Karim Younes aujourd'hui, mais bon, pour un autre Je cas. faisais une parallèle avec le rôle. Karim Younes. Il parle de Habashi. Habashi. Oui, oui, bon. Donc, il y Habashi, avait t'es pas le l'économie. fameux médiateur, Limat Laïrahmou, Habashi, Abdeslam Habashi. Donc voilà, il peut avoir ce rôle de gars sage qui peut jouer des intermédiations, mais je pense que il faut, comme l'a suggéré Nebni, une vraie task force pour piloter un plan de réforme. Mais encore faut-il qu'il y ait une nouvelle vision. Donc à ce stade-là, ce que je conseillerais aux gens qui gouvernent, c'est de s'entourer d'experts qui les aident d'abord à comprendre les enjeux d'aujourd'hui de manière... Il y a aussi des gens au niveau des administrations qui ont ce savoir, mais je ne sais pas s'ils sont écoutés, comment Abdelkrim Boudra, tu as cité... parce que si on se fie à ce qu'on entend... Abdelkrim, je t'interromps juste parce que tu as cité des noms, notamment celui de Raouf Bouskin, professeur Vas-y, Raouf vas-y, Bouskin. Hassan. Oui, tu as cité des noms et tu as cité la Task Force. On a connu un épisode de Task Force en 2016, oui, quand le pétrole était au plus bas, autour de Abdelmalek Sellal. Et ce qu'il en est sorti, bon, la vision économique, on a eu le plan de lissage de 3 ans triennal, donc au niveau budgétaire, mais aussi un nouveau modèle de croissance qui était suggéré. Est-ce que malheureusement, finalement, de cet épisode, on va garder dans l'opinion que le côté négatif, parce que ces experts ont travaillé avec un gouvernement qui est aujourd'hui, pour sa grande partie, en prison, et parce qu'on a finalement retenu surtout la recommandation qui, elle, est en dehors de la task force, qu'a faite Raouf Bouskin, notamment, mais je crois aussi signé dans un papier librement assumé avec Nour Mdahi, de recourir à une partie de financement non conventionnel pour financer le déficit budgétaire. Et finalement, on a l'impression que dans les débats publics, il n'y a que ça qui est resté, d'où la difficulté aujourd'hui de recourir à nouveau à des experts de cette qualité et de cette probité, parce qu'il faut bien le reconnaître, ce statut académique qui les met au-dessus de tout soupçon. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été mal négocié aujourd'hui? C'est plus difficile pour Nebni de reproposer ces démarches-là. C'est-à-dire, on oublie peut-être la cheville ouvrière de la task force, c'est Bouklia. Alors on cite les noms, mais celui qui a fait l'essentiel du travail avec Bouskin, mais je pense que c'est surtout Raouf Bouklia, qui est un universitaire algérien, aussi que injustement on cite beaucoup plus peut-être Bouskin et Mdahi qui n'étaient pas dans la task force. J'ai cité des exemples d'économistes et d'autres, il y en a des dizaines d'autres de ce gabarit. C'est ceux-là qui pourraient éventuellement aider. La task force, nous, ça nous a été proposé bien avant ce groupe et on avait refusé très fermement de faire, mais il faut pas leur faire un faux procès. Pourquoi? Mais ça, on Pourquoi va pas vous avez refaire ce refusé? débat. C'est des experts bénévoles qui ont fait on avait refusé parce qu'on n'avait aucune intention à collaborer avec un gouvernement de Sellal ou de Bouteflika. On faisait des propositions. D'ailleurs, on a arrêté à la veille du février 2019 en disant qu'on veut plus faire de propositions de politique publique. Mais ça, c'est derrière nous. Mais jamais il faut respecter le travail qui a été fait bénévolement par ces experts. Ils l'ont fait de manière sincère et désintéressée, en tout cas pour la majorité d'entre eux qu'on connaît, d'autres peut-être qu'on les connaît pas. Donc, et aujourd'hui,
ce qui serait utile, c'est que des gens qui ont un vrai savoir-faire, c'est-à-dire qui sont faits des problématiques économiques d'aujourd'hui, qui ont une technicité, soit dans le domaine académique, mais pas que. Il ne faut pas qu'ils se limitent, parce que peut-être l'erreur de la task force, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment des gens qui venaient du monde de l'entreprise et du monde des finances, qui sont en lien avec les marchés internationaux. Mais encore une fois, le travail est louable. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est aider à avoir une vraie vision et aujourd'hui on n'entrevoit pas dans les discours qui nous sont renvoyés une prise de conscience, et la tâche elle est complexe, hein. Il faut c'est-à-dire gérer l'économie aujourd'hui, c'est terrible, parce qu'il y a que des problèmes, il y a très peu de solutions, il y a un déficit de technicité. On est d'accord, et peut-être que tu as mis le doigt sur le point où le politique et la difficulté à se faire conseiller et à construire de l'intelligence pour gouverner, la difficulté où elle se situe peut-être aujourd'hui dans tout simplement le peu d'attractivité que représente le fait d'aller travailler avec la présidence, avec, on va dire, le régime qui est en train de se mettre en place. On peut très facilement imaginer, la Nebni a refusé de travailler avec celle-là à l'époque. Déficit de légitimité pour le président Tebboune jusqu'à maintenant, enfin l'élection du 12-12, on sait ce que ça a été. Des grands experts académiques de qualité qui peuvent apporter un savoir-faire, aujourd'hui ils vont d'abord regarder de ce côté-là. Est-ce que c'est pas aussi un problème? Parce que bon, finalement, on ramène quelqu'un de la maison avec Khelaf. Mais bien évidemment, c'est ce que nos amis vont répondre d'abord, et puis le système, quelles que soient les circonstances. En Algérie, donc 50 ans, 57 ans d'indépendance ou 58 ans, le système a montré sa souplesse et sa flexibilité, il se régénère systématiquement. Et donc, quels que soient les gouvernants qui passent, on a une certaine continuité dans le système. Mais aujourd'hui, le problème, la solution n'est plus dans la continuité d'un système qui permette de continuer à garder, si vous voulez, la maison Algérie ou le butin Algérie. Non, la problématique aujourd'hui est totalement différente et elle ne peut plus nous permettre de vivre sur ce type de solution. Il y a des enjeux terribles. Nous avons des jeunes qui arrivent et ils sont là, et cette nouvelle génération ne se laisse plus faire. Elle n'est pas tranquille, elle n'est pas dans les campus, elle sort dans la rue, elle est dans les espaces d'Internet, dans tout cela, elle s'exprime, elle rédige, elle réfléchit. Donc on a une nouvelle génération qui veut prendre sa place. Elle ne connaît pas Abdelaziz Khelaf en plus. Non, heureusement. Mais en plus le plus grave, c'est que le pays fait face à de très graves enjeux et on est en plein virage. Ces enjeux, si vous voulez, ils sont là. Mais enfin, on va y arriver. S'il te plaît, parce que moi... Ma question, c'est, est-ce que, Reda Amrani, on te propose demain, tu as une expertise que nous, on est très content d'avoir avec nous au Café des experts économiques. Il y a... Khelaf veut construire sa task force. J'ai déjà répondu, je t'ai dit que le système se régénère. Est-ce qu'on te propose de conseiller ce gouvernement? Ce n'est pas la solution. Il ne faut pas laisser ce système se régénérer encore une fois. Et donc, il faut changer de vision. La problématique est totalement différente. On a structurellement un déséquilibre de la balance commerciale. Elle est là, donc nous consommons plus que ce que nous recevons comme recette. Donc comment combler ça? Donc il y a déjà cet enjeu-là, il est là. Il faut le résoudre, cette équation, elle est là, il faut la résoudre. Deuxièmement, quelles sont les solutions? Est-ce que nous avons les solutions? Les solutions existent. Est-ce que nous avons les hommes et le système gouvernemental qui nous permettent déjà? À Kholtantaya, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion, ni avec les entrepreneurs. Reda Amrani, tu as posé une question, mais tu n'as pas répondu. Est-ce qu'on a les hommes qui peuvent penser ces solutions et les mettre en œuvre? Mais on a les hommes. Mais ils ne sont pas au bon endroit. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas au bon endroit. On n'a pas mis en place la politique et les structures qui permettent, si vous voulez, de mettre... Ça veut dire qu'on n'a pas la partition, on a des musiciens un peu partout, mais on n'a pas de chef d'orchestre, on n'a pas de partition et on ne sait pas où on va. Un orchestre qui m'a dit que ce n'est pas celui du Titanic. C'est différent.
L'Algérie est face à des problèmes structuraux et on a des solutions. Ce n'est pas le désespoir. Moi, je ne suis pas le bonhomme qui dit on ne va plus avoir d'argent, on ne va pas ceci, on va crever de faim. Non, l'Algérie va vivre et va même peut-être vivre beaucoup mieux avec sa nouvelle génération. Mais encore faut-il qu'il y ait un changement dans le système. Et c'est ce changement. Le Hirak, qu'est-ce que c'est? C'est le changement dans le système. Et le système essaye de faire de la résistance. Et est-ce que c'est bon pour l'Algérie? Est-ce que ce sont eux qui ont raison et qui pensent qu'ils sont eux les défenseurs de la maison Algérie? Les autres ne pourront pas la défendre. Mais non. Pendant une période, vous avez défendu la maison Algérie. Maintenant, c'est une nouvelle génération, de nouvelles données, de nouveaux enjeux. Et il y a la nouvelle énergie, il faut changer, il faut passer à la nouvelle énergie, il y a le solaire, il faut passer au dessalement massif de l'eau de mer avec le stress hydraulique. On viendra tout à l'heure aux solutions. Donc on a tous ces nouveaux enjeux. Et ce système actuel, il est figé, il est si vous voulez, il est figé dans son ancien système. Le problème du déficit de technicité qu'a évoqué Abdelkrim Boudra, il vient en aval. Hein. Le problème, il est d'abord celui-là. Oui, moi, je voudrais aborder deux sujets sur lesquels on est interpellé par Abdelkrim Boudra. Le premier, il est lié à la nature des arbitrages que peut faire l'autorité politique pure. Donc des organes de décision. Il faut savoir qu'en 2016, on a eu la task force. On a un exemple avorté de remettre un peu les clés à une task force pour qu'on puisse avoir des recommandations et les implémenter. Donc ça a été un échec. C'est-à-dire que ça a été une task force utilisée comme un Kleenex. Oui, donnez vos idées, etc. On a vendu ou survendu un peu l'idée de du nouveau modèle pour le balancer dès que les prix ont augmenté. Mais c'était pas la il y a eu quand même entre-temps un changement de gouvernement. Hein. Mais on a aussi. Sur le fond, oui, le retour de Ouyahia, enfin d'abord... D'abord Abdelmajid Tebboune. D'abord Abdelmajid Tebboune, ensuite Ouyahia. Et on a balancé, on a jeté à la poubelle le NMCE. Bon. Mais avant, on a eu d'autres cas avant. On a eu en 2011, on a eu en 2008, on a eu les dialogues engagés par Rahmani, ministre de l'Industrie. Il a fait des conférences. Temar a fait des assises. C'est vrai ou pas? On a parlé de stratégie, il y avait absence de stratégie. Et à chaque fois, des paquets de recommandations ont été jetés à la poubelle. Donc, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire qu'on a un problème d'abord politique sur la nature des arbitrages. Et ce qui appelle à une négociation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le genre reprendre l'expérience. Et je rejoins les gens, donc ce que disait Amrani maintenant, dire on ne va pas y aller. Parce que si c'est pour y aller, pour qu'on répète, pour certains, c'est des propositions qui ont été faites en 2004, en 2005. On va revenir pour refaire les mêmes propositions. Ou bien celle de 2011, ou bien celle de 2012 avec Nebni et les propositions de Kerr. Ou bien les gens ne reviendront pas s'il n'y a pas d'abord des garanties à l'échelle gouvernance et arbitrage politique qu'on va réellement prendre en considération les propositions. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ensuite, c'est l'élément de la mise en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que les institutions de l'État, les administrations, les agences nationales, les collectivités locales peuvent réellement transformer? Moi, à l'époque, en tant que consultant, j'ai vécu ce moment-là où il y avait le NMCE, donc relayé par Cellel, qui a été un peu le VRP, et la réaction de l'administration. C'était le frein à main partout. Il faut dire la vérité. Donc, soit au niveau des agences d'exécution, au niveau des institutions centrales, ministérielles, que ce soit au niveau des collectivités locales. Donc, il faudrait aussi que le deuxième échelon, qui est la capacité de mise en œuvre, nécessite aussi, d'un côté, un sang nouveau. On est encore dans le hein, on n'a pas terminé, en réalité. Il y a des gens qui sont là, qui sont dans le système, et qui ne permettront pas un changement de système. Pour utiliser un terme de l'époque de Gorbatchev, c'est le mécanisme de freinage qui avait été... Encore que peut-être aujourd'hui, les raisons du freinage, c'est pas tellement avoir peur de la réforme, parce qu'il y en a qui peuvent adhérer à l'idée de la réforme. Il y en a qui peuvent, il y en a qui en ont peur aussi. Il y en a qui en ont peur pour leurs intérêts, mais il y en a qui ont peur aujourd'hui d'être réformateurs parce que c'est pas dans l'air du temps. Être réformateur, c'est lever les barrières, entre autres, pour ceux qui veulent investir et tout. Aujourd'hui, signer une décision... Il faut un signal politique. Signer une décision, donner un crédit, de faire un arbitrage en faveur d'une activité pour qu'elle démarre, etc. En termes de régulation, plus personne ne bouge. Personne ne bougera.
Voilà, de toute façon, il faut et un signal le problème, il est politique. politique. Il faut un signal politique pour le permettre, mais il faut aussi un nouveau cadre de gouvernance. On en parlera dans un moment. Pour réformer. Oui, il faut un cadre de gouvernance, c'est-à-dire que la notion de responsabilité, la notion de redevabilité, que les gens soient redevables de leurs actes, et puis que derrière on responsabilise les gens et que ce soit basé sur une vision. Donc il y a des éléments clés de gouvernance qu'il faut mettre en place pour que nous puissions libérer les énergies, parce que sinon ça va être vraiment le blocage. Juste pour laisser avec nous Abdelkrim, je vais le relancer sur la. Alors, Reda Amrani a planté le décor, hein, finalement. En gros, balance des paiements déficitaires, on consomme plus qu'on ne produit, notamment lorsqu'il faut payer en devises. Abdelkrim, est-ce que la séquence suivante, que je t'ai entendu déjà évoquer dans des cercles de discussion, c'est pas tout simplement quand il s'agit de réformer, on remet les clés aux institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Et Khlef nous annonce cette séquence. Hein, quand il était aux affaires, on a tenté de faire de l'autoréforme avec le gouvernement Hamrouche, mais on a quand même fini devant Michel Contedessus. Est-ce que c'est pas ça finalement qui nous attend? Est-ce que c'est pas quand il n'y a pas de consensus sur les réformes, on se réfugie Jayam al-Barra et on est obligé de l'appliquer au classe? Mais les chiffres, c'est ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire si rien n'est fait, ça veut dire qu'on fera les ajustements structurels, pour utiliser les termes de ces institutions, de la pire des manières. Alors que nous, avec le Hirak, on avait une fenêtre vertueuse qui s'était ouverte, celle de construire avec le peuple, avec les Algériens, en mobilisant cette énergie, en mobilisant cette créativité pour trouver d'autres voies qui déconnectent comme ça le pays de cette trajectoire de prédation au service de ces lobbies internationaux, parce que c'est ça ce qui n'est pas dit. Nos amis les complotistes, c'est ça l'angle mort de leur analyse, c'est que l'économie algérienne est livrée depuis des décennies à ces lobbies-là. Elle sert beaucoup plus ses intérêts, et ceux qui jouent le rôle des intermédiaires se font sucrer au détriment des Algériens. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de replacer la trajectoire du développement économique et social en Algérie dans la bonne direction, c'est-à-dire de la mettre d'abord au service des Algériens, d'abord au service des citoyens, et ensuite en négociant ce qui peut être négocié avec nos partenaires internationaux, en mobilisant les meilleures ressources. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est possible sans réforme politique? Mon point de vue, et Nebni le pense, c'est non. C'est-à-dire que des ajustements, même là, les propositions qu'ont fait Nour Bousekine, Nour Meddahi et Raouf Bousekine, l'utilisation des excédents du Trésor, c'est des solutions techniques qu'il faut certainement mettre en œuvre, et que d'autres ont proposé, mais c'est insuffisant aujourd'hui. La nature, l'ampleur des problèmes est telle qu'il faut d'abord des réformes politiques. Ça veut dire quoi? Des réformes qui vont faire que le citoyen acceptera l'ensemble des décisions qu'ils vont prendre, et plus encore qui va participer à trouver des solutions. Ça, c'est le premier point. L'ingénierie est à revoir complètement, mais Sanebni a fait des propositions sur comment on peut installer une delivery unit pour piloter un programme ambitieux. On a en 2012 proposé une architecture, comment on peut piloter des plans de réforme économique ambitieux. Il y a des expériences dans le monde, mais aujourd'hui, nous avons affaire à un régime qui est plus préoccupé par son maintien, en croyant à tort qu'il y a encore beaucoup de bien-être à partager, mais il se trompe. Donc oui, si on ne fait rien immédiatement, c'est fort probablement cette gouvernance-là, c'est-à-dire, en gros, pour résumer, schématiser de manière très caricaturale, et on l'avait dit en 2012, la gouvernance Bouteflika allait nous mener au FMI. Ça serait bien que l'actuel équipe au pouvoir ne nous y emmène pas dans les pires des conditions. Reda Amrani, chemin inexorable, pas vers le FMI, si on ne met pas en branle ce que tu préconises notamment. Je ne suis pas aussi panicard, aussi pessimiste que ce que je vois, ce que je lis. Hein. J'ai vécu de l'intérieur du système l'ajustement structurel, les négociations avec le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne,
Donc, dans les années 90, 94, 95, 96. Et nous étions les bourgeois de Calais. Alors que nous ne méritions pas ça. Ah, le casque. Nous sommes allés, si vous voulez, vers le FMI, alors qu'on n'avait pas totalement besoin. On était peut-être à court de... Mais, il faut remettre le casque parce qu'il fait un effet Larsen. Il est en train de faire un effet Larsen. C'est bien ça, hein? Non, nous sommes allés au FMI alors que nous n'avions pas une obligation réelle. On n'avait pas d'évaluer. On était en cessation de paiement. On était en cessation. Si Bled Abdeslam a dû renoncer Non, on était en cessation de paiement à la fin de décembre et on a pris tout de suite 30, je sais pas combien de milliards de dollars de la caisse de Sonatrach et on les a réinjectés dans le trésor public. Ça, on ne vous l'a pas dit, mais moi, je l'ai vécu. OK? Donc, on avait sous nos pieds des milliards de dollars, comme le disait à l'époque mon ami Nordin El-Hussein. Donc, je vois pas pourquoi on va comme des bourgeois de Calais déjà, et on a dévalué le dinar, on a tué à l'époque les meilleures entreprises, celles à qui on avait dit, vous vous portez bien, allez vers le financement externe, investissez et tout. Lorsqu'elles se mettent à investir, arrive la dévaluation, elles remboursent 10 fois plus que ce qu'elles ont acheté un an avant. Donc, on a détruit les meilleures, on n'a pas sauvé les mauvaises, et l'économie a mis 5 ans pour se redresser. Au moment où elle se redresse, on ramène Tamar pour détruire encore une fois. Donc, j'ai vécu une très mauvaise expérience de l'ajustement et je ne pense pas que ce soit la solution. Et on a d'autres solutions. On n'est pas endetté. Le Japon est à plus de 200% d'endettement interne. Les économistes les plus forts, les plus intelligents disent ce n'est pas un miracle, c'est ça l'économie. On peut être endetté à 200% à l'intérieur du pays, de son PIB, et l'économie continue à tourner. Donc, je vois pas pourquoi on va paniquer. Donc, ça, c'est une chose. Ce que je dis, nous avons la chance aujourd'hui, avec la réforme de la nouvelle constitution, de changer aussi les données de base. N'oublions pas que 48 wilayas, ça veut dire presque toute la population algérienne a en face d'elle, dans chaque wilaya, un despote. Je dis bien un despote, un wali, qui n'a aucun contre-pouvoir. Et c'est là le pays profond. C'est là où se crée la richesse. Cette culture est arrivée à la tête de l'État. Hein. Je te le fais observer. Oui, mais ce que je dis, c'est que la population ne connaît pas le président de la République ou le Premier ministre. Elle connaît le wali. Tous les problèmes sont... Et ce wali a des pouvoirs régaliens, n'a pas de contre-pouvoir. Il faut donc déjà, au niveau des wilayas, dans le cadre de la Constitution, rééquilibrer déjà les pouvoirs au niveau local. Ne pas laisser les potentats locaux décider de tout et faire tout. Et là, on revient, si vous voulez, à une démocratie participative où les citoyens se sentent concernés. Parce que on croit on est hyper centralisé. Et au niveau wilaya, je le redis, c'est terrible, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc il faut revenir à cela pour changer les données. Deuxièmement, au niveau central, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'ouverture de dialogue. On est en pleine crise. Alors sur cette question-là, si tu peux me répondre, Amrani, tu as été longtemps au ministère de l'Industrie, Ali Al-Harbi, consultant, tu as un retour de chez ton réseau de partenaires et de clients. On avait pensé que, d'ailleurs dans le discours d'Abdelmajid Tebboune, il a confié les clés d'une relance économique en termes de pensée et de stratégie à son ministre de l'Industrie, Farhat El-Tali. Dans un discours public, il a dit « Je compte sur Farhat El-Tali pour qu'il nous concocte quelque chose ». Or, il se trouve que cette question du dialogue que tu viens d'évoquer, Reda Amrani, s'il y a bien un endroit archétypique où ça ne se passe pas, où ça ne se déroule pas, c'est bien le ministère de l'Industrie où il n'y a pas de dialogue et il y a un très gros retard de délivraison des actions du gouvernement, les cahiers des charges pour se remettre, pour relancer l'assemblage et l'importation, les autorisations d'investissement, tout le contexte du doing business est paralysé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de travail entre les acteurs et les régulateurs et le pouvoir. Est-ce qu'il y a une chance que ça bouge? Voilà, c'était ma question. D'abord, le fait qu'on confie, utilise ton terme, les clés uniquement au ministère de l'Industrie, on en avait parlé est une erreur stratégique. Parce que la relance économique en Algérie ne dépend pas que de l'industrie et ne sera pas qu'industrielle.
c'est l'agriculture, c'est les services. Et donc, il faut avoir une approche beaucoup plus large et stratégique. C'est pour ça qu'on avait dit qu'il faudrait beaucoup plus remonter vers un ministère de l'économie plutôt que se focaliser sur mais déjà pour la partie qui revient. J'y arrive. Par exemple, la NDI. Non, mais j'y arrive. Ça, c'est d'abord la dimension stratégique de vision. Se focaliser sur un plan de relance industrielle alors que ce n'est pas ça qui va changer l'image de l'Algérie ni sa figure, ni sa vitrine d'ailleurs marketing à l'international. Nous avons plus de potentiel sur l'agroalimentaire, sur l'agriculture déjà, des produits agricoles de base et tout ça, que sur l'exportation de produits industriels dans l'immédiat. Deuxièmement, ensuite, je pense qu'il y a un retard d'amorçage dans la politique, dans cette partie-là industrielle proprement dite, qui, de mon point de vue, est lié au fait que, à l'intérieur de ce ministère-là, on avance quand même dans un terrain miné. Parce qu'il y a quand même un héritage de plusieurs ministères. Le dernier en date, donc c'était l'épisode de Bouchouareb. Mais avant aussi, il y avait eu des approches controversées. C'est le ministère qui a été le plus perturbé. Voilà. Il y a une moyenne d'un ministre tous les 14 mois. Et ça crée le fait qu'il y a des compétences, mais qui se la ferment alors le plus totalement possible, et qui ne diront pas un mot, et qui ne contribueront à rien. Et puis il y a des gens qui sont, excusez-moi l'expression, douteux sur leurs affiliations. C'est des strates. On a de la géologie là-bas. Et donc il y a vraiment des strates, effectivement. Et je crois que le ministre était un peu gêné dans les entournures. Il a l'air d'être plus que gêné. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est justement de ne pas avoir mis un coup de pied dans la fourmilière et d'avoir pas ramené son équipe à ce jour. Alors, sur le doing business et sur l'attractivité de l'Algérie, notamment vis-à-vis des capitaux étrangers, on va essayer d'avoir un conseiller fiscal je voudrais dire un mot après au téléphone sur quelque chose. dans un moment, mais auparavant, je vais faire rapidement un tour sur vous trois, mais rapidement d'un mot, parce qu'on a quand même beaucoup avancé dans l'émission, sur ce risque qui pèse sur nous de la poursuite. Je sais qu'on peut en dire beaucoup, de la poursuite de la crise sanitaire qui semble être partie pour rester dans la durée. On a des chiffres qui ne baissent pas. On a une approche des chiffres qui, Ali va nous expliquer, qui n'est sans doute pas la bonne. Et on est peut-être rentré dans un ventre mou de l'économie qui ne va pas reprendre son rythme de croisière normalement. Est-ce que ça vous inquiète et comment vous appréhendez cela? Je vais commencer par Abdelkrim parce que peut-être qu'il va décrocher dans les prochaines minutes. Abdelkrim, la poursuite de la crise sanitaire, c'est un facteur supplémentaire qu'il va falloir intégrer dans l'approche des plans de relance économique et de la suite de la conjoncture. Hassan, j'ai pas entendu. Hein. La question, c'est comment intégrer aujourd'hui la poursuite de la crise sanitaire dans tous les paramètres dont on a discuté depuis tout à l'heure. Il y a en plus ce facteur-là qui semble définitivement être un facteur de longue durée. La crise sanitaire, c'est pas la reprise en V. Chute, remontée, on est dans un scénario bien plus complexe. C'est-à-dire, j'ai entendu une partie de la question. En gros, pour un peu nuancer le propos de C. Amrani, c'est que la situation est loin d'être rose. Donc, il faut surtout pas laisser croire que nous sommes dans un contexte normal. Ça serait dangereux comme discours. On a un déficit budgétaire qui est terrible. On a une croissance de moins 5%, autour de 5,5%. On a un prix du baril qui ne va pas remonter à des niveaux qui pourraient équilibrer notre... Et donc, ce déficit budgétaire va se corser avec la fonte des réserves de change. Si rien n'est fait, nous allons descendre sous la barre des 40 milliards à fin 2020 et fort probablement, nous serons autour de 15-20 milliards à fin 2021, c'est-à-dire 3, 4, 5 mois de capacité d'importation. C'est tout simplement la nécessité de revenir au marché. C'est pas une recommandation que nous faisons. Ça, c'est cette gouvernance et la non-gestion et la non-prise en compte de la situation qui va nous y amener. Voilà, en gros, maintenant, ce qu'il faut, c'est une vision, mais cette vision-là, et je le redis, elle ne peut pas être déconnectée de réformes politiques globales. C'est pour ça qu'à mon avis, les agitations de certains ministres sont plus le reflet d'une incapacité à entrevoir une nouvelle approche, une nouvelle vision qu'autre chose. Donc, moi,
C'est-à-dire certaines des prises de parole sont tout simplement pas sérieuses, pas crédibles. Donc je ne sais pas s'il faut leur accorder du crédit et les commenter. On ne va pas leur accorder de crédit, on ne va pas les commenter. Ali, sur la crise sanitaire et sa persistance, est-ce qu'elle risque pas de nous faire plus mal qu'on le pense? Oui, je pense qu'à un moment donné, même le président de la République, c'était un peu trop vite avancé. La crise, laquelle? Sanitaire. En disant que ce serait fini à fin avril, il l'a dit. Et donc, je crois que là, on est plus sur une durée plus longue. Ça, c'est localement. Le problème aujourd'hui, déjà localement, c'est qu'on n'est pas sur les bons chiffres. Parce que les chiffres communiqués sont les chiffres officiels sur une procédure PCR, etc. Mais les chiffres... PCR, c'est le test... C'est le test officiellement reconnu, homologué, etc. Et voilà. Si on s'en tient à ces chiffres-là, la situation n'est pas catastrophique. Mais ce que nous disent les médecins à longueur de journée, c'est que les hôpitaux sont pleins. Donc il y a quelque chose qu'on a perdu en cours de route. Là, et il y a ce chiffre de 20 000 L'ordre de grandeur, oui, parce que ça fluctue, mais on est aux alentours de 20 000 hospitalisations. En cours. Voilà, actifs donc. Et c'est des gens que le ministère appelle, avec un doux euphémisme, cas douteux. Bon, parce qu'il n'y a pas eu de test PCR. Mais le médecin, il vous dit... Écoutez, il y a des tests par scanner. Hein. Oui, mais je parle de ça. Ouais. Mais ils ne sont pas officialisés par le ministère. C'est des tests qui permettent au corps médical d'hospitaliser les gens. Et sur la base du scanner. Mais je vais pas, c'est pas mon terrain. Donc, juste pour dire qu'il y a une situation d'alerte que les médecins n'arrêtent pas de répéter. Et ça veut dire que ça va durer encore un moment. D'un côté. Au niveau international, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on regarde la courbe, comme on est un peu francophone, on écoute beaucoup plus les informations françaises. Eux, la crise est derrière eux. Alors que quand on regarde la presse anglophone et les chiffres statistiques, donc il y a des sites statistiques, on est au milieu on est vraiment dans le pic là. Donc on est sur 3 mois à venir de crise. Donc ça dépendra ensuite si c'est un plateau ou bien si ça descend rapidement, ça c'est autre chose. Mais le risque à la fois sur les supply chains, il est là. Le risque sur l'effondrement du système financier, il est là. Ça veut dire que même votre fournisseur, demain, si sa banque ne le suit plus, il ne peut plus derrière vous. Donc il y a un risque physique, un risque financier. Il y a l'Inde, il y a le Brésil et tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut se placer dans une logique où ça ne va pas redémarrer tout de suite. Ça c'est très important avec la conjoncture pétrolière. Et c'est là où je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je voudrais qu'on enlève le terme dans notre discours, notamment au niveau de l'expertise, mais au niveau du discours politique aussi, le terme « aller au FMI ». Il n'y a pas à aller ou ne pas aller au FMI, il faut avoir des relations normales avec les institutions internationales. Donc, ne refaisons pas l'erreur des années 90 où nous sommes allés dans les plus mauvaises conditions. Non seulement FMI, Banque mondiale, mais l'Union européenne aussi. Rappelons aussi que l'accord d'association... C'est les trois. Banque mondiale, FMI, Union européenne signé, et le club de Paris, le club de Londres. Dans les plus mauvaises conditions possibles. Donc, en plus qu'on a négocié comme des pieds, excuse-moi l'expression, mais les conditions étaient très défavorables. Pour qu'on ne retombe pas dans ça, il ne faut pas laisser ces choses-là à la dernière minute. Il faut non seulement reprendre l'angle plus sérieusement qu'on le fait maintenant, mais s'intégrer dans des flux financiers normaux. On peut savoir qu'il y a 5 minutes. On va avancer juste avec la dernière partie, parce qu'il y a une partie d'expertise qu'on doit rentrer. On est obligé. Moi, j'ai consommé mon temps. Voilà. Quand tu veux. Il est au téléphone. Oui. On va juste, Reda, sur cette question, très vite, et on pose la question à Kadir Iles. Sur cette question, vous voulez réagir. Bon, mais très vite, on ne peut pas dire... La situation, Abdelkarim Boudra dit il faut faire attention, il t'a interpellé, on ne peut pas dire que, on peut pas laisser croire aux Algériens qu'on peut s'en sortir s'il n'y a pas un minimum de choses qui sont faites. Non, mais on n'a rien fait, pourquoi? Parce qu'on n'a pas une unicité de direction. Tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un à la tête? Donc on n'a pas. Primo, on n'a pas une organisation en termes d'hommes. Mais on n'a pas, même sur le plan formel, on l'a toujours dit, on n'a même pas un centre focal où par exemple, un commissariat au plan. On voit que les plans de sortie de crise qui sont faits dans les autres pays ont une durée de 4 ans. Nous, il y a 15 jours, il y a 4 semaines, on a dit minimum 3 ans, un plan de relance de l'économie sur minimum 3 ans. On n'a pas de plan de relance. La relance ne va pas se faire en 6 mois, elle se fait... L'Union européenne, elle la figure sur 4 ans.
Donc, il nous faut un minimum de temps, il nous faut un minimum de centralisation et de formalisation de cette politique. On ne l'a pas faite. Alors, comment après pouvoir dire nous allons vers le FMI ou nous allons vers l'Union européenne ou nous allons vers la planche à billets? On ne sait pas ce qu'on doit faire. Et en plus, on travaille, comme tu dis, chaque ministère travaille entre quatre murs. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue avec les chambres de commerce. Il n'y a pas de dialogue avec les associations patronales. Donc, on ne sait pas où on va. Et on a des enjeux terribles qui ne vont pas nous attendre. Le passage à la nouvelle énergie, ça ne nous attend pas. On perd du temps sans arrêt. Le passage à un changement dans la politique des hydrocarbures, parce que nous devons faire un changement structurel. Nous ne devons plus laisser les gens picoler autour du baril. Le baril, on ne doit plus le vendre à l'état brut. On doit passer systématiquement et totalement à la transformation du gaz et du pétrole en produits pétrochimiques, gazochimiques à plus forte valeur ajoutée pour exporter beaucoup plus et pour alimenter le marché intérieur. Donc il y a un changement radical et ça ne nous attend pas et les gens de Sonatrach ne nous donnent aucun signe là-dessus. Alors, où allons-nous? L'agriculture, elle est là. Il faut l'aider. Mais pour l'aider, il va falloir passer à l'électricité photovoltaïque, avoir des surplus. C'est pas les 4000 gigas. Les 4 gigas il faut aller vers les 100, dire en 2050, je dois avoir 100 gigas. C'est-à-dire, je dois avoir 100 centrales de 1000 mégawatts. Ouais. Alors, nous devons le faire et nous n'avons pas ces objectifs, nous n'avons pas ces décisions, nous n'avons pas les outils pour les mettre en œuvre. Puis après, on va se lamenter. Ah, je vais être obligé d'aller au FMI, je vais être obligé d'aller à la planche, comme si la planche à billets était une mauvaise chose. C'est une excellente chose, la planche à billets. Je l'ai dit il y a 3 ans, nous n'allons pas avoir l'inflation et on ne l'a pas eu. Et l'Union européenne. C'est Ahmed Ben Bidour qui s'est trompé sur la question. Tout le monde a dit ça, tout le monde a dit ça. Donc il faut aller vers la planche à billets. Il n'y a pas de raison que l'Union européenne, le Japon, les États-Unis impriment des milliers de milliards de dollars et nous, on ne peut pas aussi. Il faut imprimer pour relancer. On a le bâtiment, l'agriculture à relancer. Il faut leur donner de l'argent. On va finir cette émission avec quand même de l'information technique à nos amis auditeurs parce que le Café des Experts Éco sert aussi à informer. Dans le cadre quand on a dit il y a des difficultés à mettre en place une réforme à la réfléchir, il y a eu quand même un effort ijtihad par rapport à l'attractivité des capitaux étrangers en Algérie. Donc, on a réduit le 51-49 à quelques secteurs seulement. Et donc, on a levé sur d'autres secteurs, sur la plupart des secteurs. Sauf que, quand il s'est agi d'appliquer cette disposition-là, tu disais, Reda Amrani, on ne sait pas, c'est pas clair. C'est pas ça l'enjeu, je t'assure, pour moi, c'est pas ça l'enjeu. Le 51-49, ça pose un problème pour les entreprises implantées en Algérie qui sont déjà sous ce régime. Elles ne savent pas si elles peuvent passer. Elles peuvent racheter les parts de leur partie algérienne qui souhaitent, la plupart du temps, c'est des investisseurs, c'est des partenaires ou des actionnaires dormants qui ont juste servi à remplir la conformité légale. Hein. Et donc, il se pose au cabinet conseil en Algérie ce problème-là de savoir comment appliquer cela. Donc, pour en savoir plus sur cette question-là, et on va terminer l'émission sur ce volet-là, pris contact avec Riles El-Khadi, qui est conseiller fiscal chez Ernst & Young. Qu'est-ce que vous dites, Riles El-Khadi, tout d'abord, bonjour. Qu'est-ce que vous dites à Ernst & Young, à vos clients qui veulent savoir si le 51-49 pour les secteurs qui ne sont plus concernés par la disposition est applicable pour les entreprises qui sont nées avant la LFC de 2020? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, bonjour à tous et merci de me recevoir sur l'émission du CE. C'est un honneur pour moi. Bonjour à tous les invités, aux auditeurs de Radio M. Donc, pour être honnête avec vous, ce qu'on dit à nos clients, concrètement, c'est d'attendre les textes d'application. Pour être fixé, pour être clair, pour savoir la bonne démarche à suivre en restant dans le respect de la législation. Parce qu'une LFC, c'est bien, une loi de finances, c'est bien, une loi de finances sans texte d'application qui vont expliquer aux contribuables dans quelle mesure et comment appliquer les dispositions prévues par la nouvelle réglementation, ça ne sert absolument à rien, ça crée plus de la confusion qu'autre chose. Après, il y a le problème des textes d'application en Algérie. On est connu pour pondre des lois sans les suivre de textes d'application. Et ce qui fait un cafouillage sur leur application, chacun choisit son interprétation de la loi, chacun fait selon sa compréhension, et ça crée des situations un peu compliquées à la fin. Donc concrètement, il y a plusieurs options qui s'offrent devant les partenaires étrangers face
on va dire, au cafouillage qui est en train de, enfin, qui a été créé concernant l'application de cette disposition de la LFC 2020. Donc, juste pour faire comprendre aux amis auditeurs de Radio M, pour qu'ils soient au même niveau d'information que nous, je vais juste rapidement faire un petit rappel. Enfin, la plupart le savent déjà. Un petit rappel. C'est nécessaire, oui. Un petit rappel historique sur le 51-49 en Algérie. Le 51-49 a été introduit en 2009 par la loi de finances complémentaires 2009. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 51-49 n'est pas une création algérienne. Le 51-49 existe partout dans le monde. La spécificité algérienne, c'est qu'on est l'un des rares pays au monde, pour ne pas dire le seul, qui a appliqué le 51-49 à tous ces secteurs d'activité confondus, sans faire de tri. C'est-à-dire le 51-49 existe en Angleterre, existe aux États-Unis, mais pour des secteurs très très précis et très très sensibles à l'économie algérienne ou à la sécurité nationale. C'est là où on applique le 51. Donc il y a eu en fait, toutes les entreprises qui ont été créées entre 2009 et 2020, entre la LFC 2009 et 2020, ont été créées sous cette obligation, c'est-à-dire d'avoir un actionnaire national de nationalité algérienne, que ce soit une personne physique ou une personne morale, qui détient plus de la moitié, donc 51% minimum, des actions de l'entreprise. Il y a eu cette LFC 2020 que beaucoup ont salué, beaucoup de nos clients, beaucoup d'investisseurs étrangers ont salué le fait que cette obligation ne s'applique plus à certains secteurs d'activité. Sauf que dans la continuité de la LFC, il y a eu une note de l'ABEF, donc l'association professionnelle des banques et des établissements financiers, qui n'est pas censée légiférer. Et il faut être clair, l'ABEF ne légifère pas. L'ABEF, elle communique aux institutions financières et aux banques les notes et les textes d'application de la Banque d'Algérie et des autres ministères, des autres institutions de l'État, pour que les banques respectent les dispositions et l'application des textes de loi et de la réglementation en vigueur. Donc l'ABEF a fait une note et elle a rappelé dans cette note que cette disposition ne bénéficiait pas de la rétroactivité. Ce qui a un peu embêté les investisseurs étrangers parce qu'ils étaient contents de savoir qu'ils n'étaient plus, ceux qui activent bien sûr dans les secteurs qui ne sont pas stratégiques, étaient contents de savoir qu'ils n'étaient plus soumis à cette obligation de 51-49. Et du coup, certains se préparaient en interne à faire un rachat de titres, un rachat d'actions en interne pour augmenter leur participation, pour augmenter la détention du capital de leur entreprise. Cette mesure-là est venue rappeler qu'il n'y aura pas de rétroactivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises qui ont été créées avant le 4 juin 2020, toutes les entreprises créées entre la LFC 2009 et le 4 juin 2020, ne peuvent pas, si elles ont été créées sous le 51-49, ne peuvent pas changer la structure capitalistique pour avoir un actionnariat étranger majoritaire. Ce qui a beaucoup embêté les investisseurs étrangers. Donc, on va s'arrêter juste à ce stade-là de l'explication. Et c'est ça la dernière décision, Riles, où il y a eu encore un over... On est toujours, non, ça c'est une note de l'ABEF, on est toujours dans l'attente du texte d'application finale concernant cette disposition, mais a priori, le raisonnement du législateur voudrait qu'il n'y ait pas de rétroactivité. Et je vais vous donner le raisonnement du législateur. En fait, il concerne quand ils ont appliqué la loi de finances complémentaire pour 2009, quand ils ont appliqué l'obligation du 51-49, ils n'ont pas pu imposer de rétroactivité. C'est-à-dire les entreprises qui ont été créées avant 2009, avant la LFC 2009, n'étaient pas soumises à l'obligation du 51-49 et sont restés les investisseurs étrangers sont restés détenteurs à hauteur de 100% ou plus de 50% du moins de leurs entreprises. Et ils ont fait la même chose cette fois dans le sens inverse. Et ils ont fait la même chose cette fois en invoquant encore une fois la rétroactivité. Sauf qu'à mon sens, je me trompe peut-être, Monsieur Harbi peut peut-être me corriger sur ça. Moi, je considère qu'il n'y a pas il y a rétroactivité dans un sens, mais il n'y a pas rétroactivité dans l'autre. Je m'explique. La rétroactivité, c'est un des principes de base du droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer une nouvelle loi et l'imposer avec rétroactivité, Sauf qu'elle s'applique quand elle concerne des contraintes ou des restrictions. En l'occurrence, la loi de finances 2009, la loi de finances complémentaire, quand elle a été appliquée, elle a imposé une restriction sur la détention du capital aux investisseurs étrangers. Ce n'était pas possible d'avoir un effet rétroactif sur cette disposition. Ça aurait été injuste de dire à des entreprises existant avant 2009 que vous ne pouvez plus détenir, qui détenaient 100% de leur capital, que vous devez baisser votre participation à 49%. Ça aurait été une catastrophe. Et là, je suis d'accord qu'il y a rétroactivité, qu'on ne peut pas appliquer ça, parce on n'est pas dans ce cas maintenant. Dans cette situation, on est dans le cas contraire. C'est-à-dire qu'on n'impose pas une restriction aux investisseurs, on est en train d'aller vers de l'ouverture, on est en train de leur proposer des solutions supplémentaires.
Et dans ce sens-là, je ne pense pas qu'il est adéquat de parler de rétroactivité. Et on risque de rater la cible, si l'effet attractif, on risque de le rater si on ne laisse pas ces entreprises, par exemple, augmenter le capital pour se développer au plus en Algérie et donc devenir majoritaire, notamment par les augmentations de capital, plus que par les rachats des parts des Algériens. Il faut connaître le schéma des entreprises créées sous le 51-49 en Algérie. Il y a trois types d'entreprises qui ont été créées. Il y a des entreprises qui ont été créées avec un partenaire dormant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a juste besoin d'une personne de nationalité algérienne qui détienne 51% du capital pour respecter cette obligation. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui se sont contentées d'avoir un actionnaire, une personne physique algérienne, et en signant un pacte d'actionnaires, on appelle ça un actionnaire dormant. Donc qui ne se mêle pas de la gestion, du fonctionnement de l'entreprise, qui apporte juste la nationalité algérienne au capital de l'entreprise. Deux autres schémas qui sont beaucoup plus sérieux sont des schémas de partenariat. C'est des partenariats réels entre des entreprises privées algériennes et des entreprises étrangères, ou entre des entreprises publiques. Donc des entreprises publiques. Je vais vous dire l'enjeu, parce que on parlait des solutions économiques. On sait que l'Algérie, le gouvernement algérien a désespérément besoin de fonds pour faire face à la crise sanitaire, pour pouvoir relancer la machine économique, pour faire face aux pertes et tout. Le 51-49 a fait que l'État algérien s'est retrouvé actionnaire majoritaire, dans la plupart des cas, de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de projets d'investissement étrangers réalisés en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, la question qu'on va se poser, est-ce que l'État algérien, à travers ses entreprises publiques, a toujours besoin d'être présent dans ces secteurs d'activité? Voilà, c'est ça la question. Et donc, par cette disposition, on a bien compris, par cette disposition-là, on se prive de la possibilité de laisser la partie étrangère être majoritaire et donc d'apporter plus de fonds, notamment par l'augmentation de capital. Et laisse, comme tu as interpellé Ali Harbi sur son point de vue, on va essayer de juste... Une nuance là-dessus. Oui, Reda. À l'époque, les prévisions qu'on faisait, les projections qu'on faisait, si on laissait les partenaires étrangers prendre... Et il y avait Tamar qui voulait donner toute l'industrie publique aux étrangers. Nous allions être, au bout de quelques années, le véritable problème était là, que les sorties de devises à travers les dividendes allaient être supérieures au truc de l'endettement. C'était Abdelhak Lamari qui avait alerté sur les 7 fameux milliards sortis en 2006. En 2006, ouais. C'était terrible. Donc, le problème était carrément un problème financier. Ça allait être pire que l'endettement. C'est le Maroc qui a ce problème en ce moment. Oui. C'est le Maroc qui a le problème des rapatriements de dividendes qui sont aujourd'hui un problème dans sa balance des paiements. Par rapport à l'approche IDE, donc de fonds sur lesquels on a été confronté avec l'épisode Jay-Z, pour être très précis, Orascom Telecom donc de l'époque, c'est que on s'est retrouvé dans une situation où on a un investissement donné qui génère beaucoup plus de dividendes que la mise de départ. Oui. Et donc le gouvernement il a dit stop, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. L'origine du 51-49, c'est celle-là et rien d'autre. Maintenant, pour revenir, et puis le cas Lafarge, on en parlera dans une autre émission. C'est une autre émission, ça mérite une émission parce que c'est un plus grand problème. Maintenant, très rapidement, pour résumer ce que disait Eriles, le problème se pose au niveau des secteurs qui restent en 51-49. Je prends du cas de l'industrie pharmaceutique, etc. Et le cas de la revente en l'état. Donc ce sont les deux grands domaines. Il y a certains secteurs qui restent en 51-49, plus la revente en l'état qui reste en 51-49. La question qui se pose, elle est relative. Bon, il y a eu un petit cafouillage, mais alors le problème qui reste aujourd'hui, c'est les entreprises avant 2009, donc qui étaient des entreprises à capitaux majoritairement étrangers, qui étaient installées avant la LFC 2009, puisqu'entre-temps, il n'y a eu que du 51-49. Le problème qui se pose, c'est que le discours, donc en off, quelque part, c'est pas dans les textes, le discours qui est délivré par les pouvoirs publics, c'est qu'on va remettre en cause cette majorité de capitaux étrangers. C'est ce qu'a dit Farhat Aïd Ali, jusqu'à ce qu'il se corrige. J'espère qu'il va se corriger bientôt. Mais il a dit, le cahier de charge va tout remettre à zéro. Et tout le monde, donc je parle de la revente en l'état, des véhicules. Bien sûr. Tout le monde revient en 51-49. Ça signifierait que Renault Algérie ne peut plus rester majoritairement Renault. Si ce qu'il a dit, s'il ne se rétracte pas, oui. Ce qu'il prévoit, c'est qu'on remette tous les compteurs à zéro et qu'on redonne des agréments à zéro et quelqu'un qui n'est pas en 51-49, il ne rentre pas dans la partie. Et le drame dans tout ça. Et là, allez à morale, on aura fait l'effet rétroactif qu'on n'a pas fait en 2009. Le drame, on n'a pas le droit d'un côté, mais le drame dans tout cela,
c'est cette facilité dans l'instabilité réglementaire et législative. Elle te détruit Exactement. tout le potentiel de confiance qu'un investisseur puisse avoir réformer dans l'économie le 51 algérienne. 49, il y a tellement d'acteurs qui le demandent depuis tellement d'années Oui, que mais là, on réformer, avait c'est besoin. une chose, mais la cacophonie qu'il y a dans ce Absolument. truc, le nombre de voix, le nombre de sources de décision, moi, investisseur étranger, même si je dois ramener que 20% de part d'investissement dans un projet en Algérie, je réfléchirai à 10 fois. Bien sûr. Qui dirige dans ce pays? Qui décide? C'était le thème de l'émission. Du jour au lendemain, n'importe qui peut changer les règles du jeu. Il faut qu'on termine. Ali, ensuite, on va prendre quand même un point de vue de Abdelkrim, s'il est toujours avec nous. Très rapidement, en 2 mots. Donc, Excusez Abdelkrim, mais j'avais à placer ce mot. Non. Sur cet Voilà, instant, il y a pas de problème. Ali ne perd pas facilement le fil de On ses s'est idées. tiré une balle dans le pied avec la petite polémique qui a eu lieu après la LFC, c'est-à-dire l'effet d'annonce qu'on a supprimé le 51-49, on l'a massacré avec le petit cafouillage qu'il y a eu la semaine passée. Et donc, il faudrait que le ministère de l'Industrie clarifie la position, notamment sur la partie revente, nouveau cahier de charge automobile. Et puis, je crois que le ministère des Industries, enfin, le ministère délégué aux industries pharmaceutiques doit clarifier aussi la question. Est-ce que, parce que c'est maintenu en 51-49, sauf exception, donc là aussi il y a un petit texte flou dans la LFC, qu'il clarifie la question des investissements déjà existants dans le domaine industriel pharmaceutique à capitaux majoritairement étrangers, c'est-à-dire antérieurs. C'est le cas de Sanofi, par exemple. Antérieur à 2009. À 2009, c'est Alors, on ferme ou on reste? Et ça, et Riles là, il a bien suivi. Les gens, finalement, ils disent qu'est-ce qu'on fait? On sort, on plie bagage, on fait quoi? Et le message. Et inversement, dans les secteurs où on peut sortir de la contrainte, il y a peut-être un avantage à dissoudre la boîte et la créer sous le régime où il n'y a pas le 51-49. Si on est aujourd'hui dans un... Il y a cet avantage. C'est-à-dire pour se mettre au niveau de la concurrence, je voulais juste rappeler le point... où ça a fonctionné, le point de vue de Nebni sur la question. Abdelkrim, on va terminer avec toi sur cette question d'attractivité. Alors, il ne faut pas détruire ce qui marche. J'ai redonné la parole à Abdelkrim Boudra. Le point de vue de Nebni sur le 51-49. Allô? Oui, Abdelkrim. Le point de vue de Nebni, c'est ce qu'on dit Rilas et tous, c'est-à-dire que l'État algérien a le droit et le devoir de protéger certaines filières, mais on a vu quasiment aucune, peut-être les pays les plus fermés, où on fermait totalement des secteurs en imposant comme ça un partenaire local majoritaire. Et ça n'a pas empêché la prédation, comme le disait Amarani, de sucer l'économie algérienne, d'avoir les pires des acteurs qui sont pour beaucoup des vrais voyous qui viennent et qui font des montages qui permettent, avec le rapatriement des dividendes, avec la surfacturation des services, avec les achats intra-filières. Il faut regarder, il faut que les gens analysent les bilans de ces entreprises en partenariat avec 51-49. Il faut aller au fond et allez-y regarder dans leur bilan la rubrique achat de services avec des filiales de ces mêmes groupes. Vous allez être surpris. Il reste rien du tout en bas qui est. Bon, j'ai pas envie de relancer la discussion, mais donc on dit. Il y avait des entreprises qui étaient à bénéfice, zéro bénéfice. Mais en gros, j'ai pas envie de relancer parce qu'on peut consacrer une émission d'ailleurs avec le Qadir Riles qui est spécialiste justement de la fiscalité intergroupe et intragroupe. On dit que c'est la réponse des groupes multinationaux. La surfacturation, c'était la réponse à l'impossibilité, les difficultés qu'il y avait à rapatrier les dividendes que posait la Banque d'Algérie. Bien sûr, ça, on est d'accord. Voilà. Ce que les Marocains ont évité, par contre, les Marocains ont maintenant une saignée au niveau des dividendes. On va finir cette émission parce qu'on a dépassé le temps parce que c'était riche, touffu. Je suis content cette fois évoquer tous les sujets. Qadir Riles, merci pour ta première au Café des Experts Éco. Merci beaucoup Abdelkrim pour nous avoir consacré du temps. Je sais que tu t'es occupé cette matinée, donc à partir de là où tu te trouves. Reda Amrani, merci. On parlera du plan de relance la prochaine fois. Je te le promets, on n'a pas eu le temps de le développer aujourd'hui. Ali Harbi, merci beaucoup pour tes éclairages. À nos amis auditeurs, à très bientôt sur Radio M dans le cadre du Café des Experts Économiques, un mardi sur 2, donc dans 15 jours. À comme ça. Merci.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.